Bonjour Thomas. Bonjour. Nous recevons donc aujourd'hui Thomas Lemayeux pour son article très intéressant sur les ventes d'armes de la France à Israël. À l'heure où l'État israélien bombarde Gaza en se souciant peu des conventions internationales et du droit humanitaire, ces exportations risquent-elles de rendre la France complice? Thomas, qu'est-ce que la France fait exactement en matière d'exportation d'armes vers Israël? Est-ce que tu peux nous en dire plus, notamment ce que tu as pu écrire dans ton article? Alors le problème, c'est que précisément, on ne sait pas exactement ce que fait la France, c'est-à-dire on ne sait pas quel type d'armement la France livre à Israël, quel type de composants militaires le gouvernement français autorise à l'exportation vers Israël. On a en fait un rapport au Parlement sur les exportations d'armes de la France dans le monde, avec ses partenaires, avec ses clients dans le monde entier. Mais ce rapport donne en fait des montants financiers pour annuels. On peut dire par exemple que sur les 10 dernières années, la France a livré pour environ en moyenne 20 millions d'euros de composants militaires. La France n'est pas en réalité fournisseur, n'est plus fournisseur d'armes à Israël, d'armes finies, d'armes prêtes à l'emploi, de matériel dit majeur, selon la qualification du CIPRI, qui est un institut indépendant de Stockholm qui énumère les exportations d'armes des grands pays. En fait, seuls les États-Unis, l'Allemagne, l'Italie sont répertoriés dedans. La France n'est pas répertoriée parce qu'elle ne livre pas. Elle livre des composants, des éléments, et en fait, on ne sait pas du tout ce qu'il y a dans ces exportations précisément. Et quand on parle justement tout à l'heure, Nadia nous le disait, les 357 millions d'importations au global et une dizaine de millions d'euros donc entrant dans la fabrication de bombes, roquettes et torpilles, etc. Qu'est-ce que ça signifie en fait sur les 357 millions? C'est pas que des armes ou c'est pas que des composants? Alors, il faut faire attention. En fait, il y a sans doute peut-être l'article n'était pas suffisamment clair, mais en fait, il faut bien comprendre que ce sont des autorisations données par le gouvernement français, par le comité interministériel qui est chargé de délivrer ces autorisations. On dit qu'il y a 357 millions d'euros potentiellement qui pourraient être exportables, livrables à Israël. Ça ne veut pas dire qu'elles sont aujourd'hui, que c'est fait aujourd'hui. Ce qui est livré chaque année, c'est plutôt pour 20 millions d'euros. Donc on voit qu'il y a quand même une différence. Alors ce qui est paradoxal, c'est que d'un côté, dans ce qui est les autorisations, les licences, comme on dit, les licences, on sait très partiellement les types, les catégories d'armes. On sait par exemple le chiffre qu'on a donné, qui est à peu près 10 millions d'euros d'éléments qui peuvent participer à la fabrication de missiles, de bombes, de roquettes. Voilà, mais on ne sait pas exactement ce qui est livré. Et nous, on a fait intervenir évidemment des gens qui s'intéressent à ces questions. Et la question principale, c'est de demander à la France, au gouvernement français, de livrer de dire la nature de ces armes pour savoir quelle peut être sa part de participation, de responsabilité, voire de complicité dans les violations du droit international, enfin des conventions internationales, du droit humanitaire, qu'on observe tous les jours dans la bande de Gaza. Oui, parce que justement dans votre article, il y a le témoignage, on va dire, de Patrice Bouvray, cofondateur de l'Observatoire des armements, qui dit justement ce que vous êtes un peu en train de nous dire, que le montant des exportations ne dit en rien la dangerosité donc des armes conçues. Donc du coup, là, le fait que l'État et le ministère aussi des Armées n'aient pas voulu vous répondre justement sur la nature, est-ce que vous pensez qu'ils craignent de pouvoir être qualifiés de complices de ce qui se passe actuellement à Gaza? Alors, effectivement, moi j'ai sollicité le ministère des Armées, les Affaires étrangères aussi, d'ailleurs, qui n'ont pas répondu. Le ministère des Armées a renvoyé vers l'Élysée en disant que cette question relevait mes deux questions en fait. C'était une question sur la nature des armes et sur le fait que savoir si la France ne risquait pas d'être complice. Ils ont renvoyé vers l'Élysée qui ne m'a pas répondu. D'habitude, traditionnellement, disons, les autorités françaises, quand elles sont interrogées par des parlementaires, par exemple, sur ces questions, disent les montants d'exportation sont relativement faible avec Israël. Et c'est vrai qu'ils le sont. Quand on voit les exportations de la France d'armement, c'est plutôt vers l'Arabie Saoudite, vers l'Égypte, vers le Qatar, les Émirats Arabes Unis. C'est beaucoup plus massif. Les volumes en question sont beaucoup plus massifs. Mais
évidemment, la question qui se pose, enfin, moi je prends l'exemple en fait dans mon article, en fait, les seules armes dont on sait qu'elles ont été livrées, ce sont quelques fusils d'assaut, moins d'une dizaine, 8, qui ont été livrés. On sait, ça c'est dans le rapport, on dit ce sont dans les armes légères, de petit calibre. 8 fusils d'assaut ont été livrés à Israël. La question qui se pose, c'est que même avec des fusils d'assaut, oui. On peut dire qu'ils sont des armes évidemment dangereuses, mais avec des fusils d'assaut, selon l'utilisation, on peut participer à un crime de guerre. Donc même à partir de ça, on pourrait regarder quand même ce qui est fait par l'armée israélienne avec des armes ou des éléments, des composants militaires qui sont fabriqués en France. Et justement, vous l'indiquez aussi dans l'article, est-ce que pour le coup, si il est avéré que les armes sont utilisées dans ce qu'on appelle des crimes de guerre et que la France donc serait donc complice, est-ce que des familles palestiniennes victimes pourraient déposer une plainte contre la France? Pour vous rappeler un exemple, la famille Chouébar qui a en 2016 a porté plainte suite à ce qui s'était passé en 2014. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un peu Oui, alors c'est donc une famille qui a porté plainte en 2016. La plainte, je crois, a été classée dans un premier temps. Il y a une information judiciaire qui a pu être rouverte depuis. Cette famille est venue cet été à Paris pour être auditionnée par la justice, par la juge d'instruction, le juge d'instruction. Et à partir d'un constat, en fait, ils ont, lors du drame qui s'est déroulé effectivement dans une des dernières guerres entre Israël contre la bande de Gaza, contre le Hamas dans la bande de Gaza, ils ont trouvé un débris d'un composant qui avait été fabriqué par un groupe qui s'appelle Excelia, qui est un fabricant français. Bon, certes, depuis, il a été revendu à des Américains, je crois. Mais du coup, ils entendent poursuivre la France pour complicité de crimes de guerre à partir de ces éléments. Donc, typiquement, je veux dire, on peut imaginer que dans ce qui se passe aujourd'hui, qui est d'ailleurs d'une ampleur sans doute même bien plus importante encore que ce qui a pu se passer par le passé, on peut imaginer que des éléments, des matériels, des composants, voire des armes, soit des armes françaises, soit utilisées. Et du coup, la question peut se poser derrière de la responsabilité, puisque le gouvernement français a la responsabilité d'empêcher. Il ne peut pas livrer des armes à des pays dont il saurait qu'ils commettent des violations du droit humanitaire, des conventions internationales. Là, tous les éléments sont réunis quand même pour avoir une bonne connaissance, une idée qu'il se passe des choses qui pourraient être qualifiées de violations, crimes de guerre, et toutes tout ce qui pourrait être imaginé derrière. Le gouvernement ne réagit pas, ne prend pas de position là-dessus. Donc, à partir de là, il pourrait être sans doute poursuivi pour complicité. Et dans l'article, vous abordez aussi les entreprises françaises, et notamment Thales, et qui est pointé du doigt d'ailleurs par des activistes britanniques qui pointe du doigt plusieurs entreprises, dont Thales, pour justement aussi peut-être une certaine complicité dans les composants qu'ils fournissent peut-être à des fabricants ou leur partenariat avec des entreprises, notamment des drones militaires israéliens, et même à la CGT de cette entreprise-là, Thales, pointe du doigt aussi tout ça. Donc, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur Thales? Ça, c'est intéressant. Il se trouve que maintenant, les travailleurs, les syndicats sont, après avoir été d'ailleurs interpellés par les syndicats palestiniens qui ont dit au mouvement syndical international de faire tout ce qu'on peut pour empêcher le trafic d'armes, le transfert d'armes vers Israël. À la CGT de Thales, effectivement, j'ai parlé avec un des responsables de la coordination CGT de Thales. Eux, ils se sont déjà posé la question en 2014. Ils avaient posé la question à leur PDG des relations entre Thales et Israël et des entreprises israéliennes. Effectivement, il y a une filiale de Thales au Royaume-Uni qui fabrique, qui participe à la fabrication directe de drones, ça s'appelle Watchkeeper, Hermès 450, Hermès 900. Donc eux, ils sont complètement, c'est connu ça pour le coup. On ne sait pas toujours les choses, mais là, on sait que ça arrive. Et eux, la coordination CGT de Thales a l'intention, dans les prochaines semaines, d'interpeller la direction en disant mais qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue de livrer ce type de matériel? Alors, ils me disent en fait que, grosso modo, la direction dit qu'à partir du moment où c'est autorisé,
Ouais. Là est la responsabilité du gouvernement et des autorités politiques du gouvernement. Si c'est autorisé, on le fait. On a le droit. Ce que dit la CGT, ce que disent les syndicats, parce que depuis il y a eu aussi des réactions de Sud Industrie, ce que disent les syndicats qui sont concernés, disons, c'est que c'est pas parce qu'on a l'autorisation politique, et effectivement ça passe par là, d'exporter des armes vers Israël, qu'on doit le faire. En l'occurrence, Thales pourrait très bien ne pas le faire. Thales n'a pas le choix de vendre, ne pourrait pas vendre directement, il faut une autorisation. En revanche, choisir de ne pas vendre, ça c'est le choix de Thales. Et c'est ce que vont dire les syndicalistes de Thales dans les prochaines semaines à la première occasion. Il y a par ailleurs, je le dis au passage, il y a une mobilisation mondiale qui est en train de naître de syndicats. Les syndicats belges en intersyndical dans le secteur aérien se sont inquiétés d'avoir à voir passer dans leurs aéroports du matériel, des cargaisons d'armes américaines qui transitent entre les États-Unis et Israël, et on dit qu'ils appelaient les travailleurs à refuser de manutentionner ces cargaisons. Il y a vendredi dernier, le jour où on a sorti l'article dans l'Humanité, il y avait une mobilisation des dockers à Gênes, en Italie, qui eux, depuis quelques années, ont mis en place un collectif et une espèce d'international de dockers qui se mobilisent contre ce qu'ils appellent les navires de mort, c'est-à-dire les navires des marchands d'armes. Ils se sont beaucoup battus contre les navires saoudiens qui transportaient des armements en direction de l'Arabie saoudite dans sa guerre contre le Yémen, une guerre totalement terrible aussi et qui a évidemment occasionné une série de crimes de guerre terribles. Donc eux, ils se sont mobilisés là-dessus et maintenant ils disent il faut faire pareil avec les armes qui iraient vers Israël pour empêcher de ne pas participer à ces opérations dans lesquelles on ne veut pas se reconnaître. Oui, mais en fait, oui, c'est intéressant. On se rend bien compte là qu'il y a ces valeurs morales en fait qui commencent enfin pas qui commencent, mais qui sont là depuis, mais qui justement veulent empêcher que l'on puisse continuer à commettre ces crimes. Et c'est ce que vous dites aussi dans l'article. Enfin, en tout cas, c'est le fondateur, Monsieur Bouvray, qui dit ça dans l'article. La France aussi pourrait ne pas vendre finalement ses composants, parce que ce n'est que 20 millions par an, donc en fait c'est pas grand chose, et donc il pourrait poser un veto et de manière, on va dire, valeur morale ou humanitaire par rapport à ça, et c'est pourtant pas ce qu'ils font. Et juridique. En Aussi, fait, il y a les questions morales. Les questions morales, ça, après, chacun. Enfin, on voit bien que bien sûr, malheureusement, la morale a peu de place dans ces histoires. Par contre, il y a des responsabilités juridiques dans le droit international. Effectivement, nous, c'est plutôt là-dessus qu'on alerte. Et c'est d'ailleurs la CGT de Thales dit ça aussi à sa direction. Exactement. Elle dit vous avez un rôle, vous nous mettez en insécurité puisque vous risquez de nous faire poursuivre pour complicité. Et ça vaut pareil pour les pays, pour les États, ça vaut pour le gouvernement, pour le président de la République, qui pourraient tous, au nom de la Convention de 1948 sur la prévention et la répression des génocides, je veux dire, si ça va sur ces terrains-là, ils pourraient tous être poursuivis pour ne pas avoir prévenu en ayant pourtant connaissance de cause, enfin en ayant une connaissance. La connaissance, elle vient des ONG, qui disent la connaissance vient aussi de l'ONU, des Nations Unies. Elle vient des déclarations des ministres et des responsables israéliens qui ont tous, enfin beaucoup ont dit on va éradiquer le Hamas. Certains ont dit on va éradiquer Gaza, ce qui prend tout à fait un autre sens. La Palestine n'existe pas, donc il n'y a pas de Palestiniens. Donc au fond, bon, il n'y aurait pas de... Donc toutes les dimensions du génocide, enfin de la prévention d'un génocide, elles sont là. Donc il faut que les responsabilités soient prises, et il faut peut-être maintenant qu'effectivement la France réponde et sache nous dire quelles sont les armes, les composants et les éléments militaires livrés, et pour qu'on puisse nous après, enfin pas que les journalistes, d'abord les experts, les citoyens, qu'on puisse chacun examiner la létalité, parce que je l'ai pas dit tout à l'heure, mais il y a un autre élément. On parle de 20 millions d'euros d'armes livrées par an. Il y a en plus, 34 millions d'euros de matériel qui sont dits à usage, à double usage. C'est-à-dire qu'ils ont des applications civiles ou des applications militaires. Dedans, il y en a pour 29 millions de lasers et capteurs. Typiquement, enfin d'après les interlocuteurs que j'ai pu avoir, ce sont des éléments qui ont des applications militaires et qui peuvent tout à fait être utilisés aujourd'hui. Donc
Donc c'est pas une question de volume. On voit bien que les volumes ne sont pas très importants. En revanche, la létalité, la dangerosité, il faut qu'on sache ce que la France vend et qu'on puisse du coup voir quel type de responsabilité, voire de complicité le pays a dans ce qui est un massacre. En tout cas, merci beaucoup Thomas. J'invite tout le monde à lire cet article de l'Humanité, très intéressant. Il y aura encore plus de détails que de ce qu'on vient d'aborder là tout de suite. Je te remercie. Et est-ce qu'on peut il y a d'autres articles à venir? Tu es sur une enquête particulière actuellement? Ouais, j'ai 2-3 trucs sur le feu, mais là, je vais les garder pour moi. Ça marche. On les lira en tout cas. Je te remercie et à bientôt. Merci à vous.